Bonjour à tous, ici c'est Phoenix de la team Eagles et aujourd'hui on va s'atteler à un petit TVP réalisé par votre serviteur. Donc moi où j'étais sur un autre compte, un compte que j'essaie de passer master et qui est actuellement à un niveau un peu plus élevé que celui avec lequel je joue normalement. Donc cette game elle date de l'époque où j'étais platine et je jouais contre un Protoss Master du coup. Et on va essayer de voir dans cette vidéo un petit peu une sorte de how-to du TVP, une sorte de manuel d'utilisation, quels sont les temps forts, comment on scout en début de partie, à quel moment, quelle décision prendre, quelle décision ne pas prendre surtout, voir un petit peu les erreurs que moi j'ai faites, ce que mon adversaire a fait comme erreur et ce qu'il aurait pu ne pas faire. On va essayer de dresser une espèce de portrait robot du TVP. Donc évidemment ça peut pas être exhaustif, hein, donc on peut pas voir tous les vidéos en une seule vidéo. Ça fera l'objet peut-être d'autres vidéos si le format vous plaît. Donc voilà. Assez parlé, allons-y pour la game. Donc c'est sur mon autre compte. Et ça ne veut pas se lancer, je sais pas pourquoi. Espérons que ça remarche. Voilà. Donc comme je dis, c'était sur mon autre compte. J'étais encore en platine à ce moment-là. Et je compte bientôt changer de pseudo, arrêter de m'appeler Phoenix, parce que bon, voilà, je m'appelle Phoenix, c'est un oiseau, je suis dans une team qui porte le nom d'un oiseau, bon c'est bon, ça fait un peu trop de redondance, j'aime pas trop. Et je vais prendre ce pseudo là, Paradise, on pense. C'est celui que je prendrai en tout cas quand l'extension Legacy sortira. Donc, alors la game qui va se lancer, voilà, donc... On va se mettre dans ma vue. Alors le début, j'accélère un petit peu le début parce que voilà, départ classique. Lui il va prendre une expand rapidement. Et moi, je vais partir Reaper expand. Je vais brièvement rappeler le build order. Mais je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Donc le build order, on peut peut-être même mettre en x4, ça sera mieux. Donc dépôt à 10. Moi je préfère mettre le dépôt dans la rampe, histoire de voir si jamais une probe arrive pour poser un proxy dans ma base. Bon voilà, Arax 12, Gaz 12, vous connaissez. Alors le 13ème VCS on le rally point dans la base du Protoss. J'ai croisé la probe en chemin d'ailleurs. Lui aussi il me scout. Voilà, je lance le Reaper. Et je vais miner jusqu'à 50 de gaz. Et progressivement retirer mes VCS du gaz. Histoire de laisser juste un petit VCS à l'intérieur. Histoire d'optimiser ma récolte de minéral, parce que vous allez voir, dans mon build order, je pose l'IB assez vite. Je vais faire en fait un BO avec le Fast plus 1. Donc, petite pause. Qu'est-ce que mon VCS de scout a vu? Donc, je l'ai envoyé à 13, je rappelle. Alors, il a vu un pylône, 2 pylônes, des chronoboosts quasiment tous utilisés, il a bientôt le dernier. Mon VCS aurait pu rester un petit peu longtemps pour voir sur quoi il allait utiliser ce chronoboost. Une gate qui travaille, et un seul gaz, avec 3 probes dedans. Donc là mon VCS pour l'instant il a tout vu. Bon, il aurait pu rester un petit peu plus longtemps pour voir le chronoboost, c'est une erreur de ma part d'ailleurs. Donc étant donné qu'il a tout vu, je l'envoie sur la baie du Protoss, parce que ce que j'ai vu là, ça signifie expand rapide, hein. Il y a un income en gaz limité, donc une augmentation d'income en minéral, donc c'est forcément qu'il prend une base, et il n'y a pas assez de chronoboost sur le Nexus pour que ça indique un forgate. Donc, et les 2 pylônes aussi, la présence des 2 pylônes m'indique qu'il n'y en a pas un qui traîne sur la map, je suis pas en train de me faire proxy quelque chose, tout va bien. D'ailleurs, vous voyez, sa probe, elle essaye de poser le Nexus. Je sais même plus si je vais tenter de gêner ou pas, ou si je vais jouer la carte du respect de l'adversaire. Bon, je suis quelqu'un de plutôt respectueux, donc généralement, bon, je le laisse faire son petit BO tranquillement, voilà. Alors, voilà, il pose V2. De mon côté, chez moi, bon, voilà, vous voyez l'erreur à cause de tout à l'heure. Pourquoi je mets ça? La pause plutôt. À cause du fait que j'ai pas regardé où partait son chronoboost. J'ai pas regardé s'il chronoboostait sans écho, avec le chronoboost qui lui restait, ou s'il allait chronobooster ses gate unit. Parce qu'à ce moment-là, normalement, le Protoss sert un stalker. Est-ce qu'il chronobooste le stalker ou pas, je ne sais pas. Puisque j'ai fait l'erreur de renvoyer mon VCS miné chez moi. Du coup, j'ai posé mon CC à l'intérieur.
parce que j'avais peur d'une pression Zealot, Stalker, Mothershipcore étant donné que le Zealot est sorti. Donc, le Zealot n'est pas sorti, il a annulé, mais je le voyais en train de travailler. J'aurais dû laisser mon SCV un peu plus longtemps, il avait aucune raison de partir, le CV va plus vite que Zealot. J'aurais dû le laisser un peu plus longtemps, c'est une erreur de ma part, et du coup je me pénalise un petit peu à l'économie en posant mon CC sur le high ground au lieu de le poser sur le slot B2 directement. Bon, c'est un détail, vous me direz, on va dire que j'ai joué safe. Donc une fois que le Reaper est sorti, vous posez le réacteur, je vais pas tarder à reprendre mes gaz, à remettre mes VCS au gaz, et je vais certainement enchaîner sur une IB, voilà, une IB, histoire de pouvoir lancer le butin d'attaque. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi je flippais un petit peu, bon, il n'y a aucune raison, hein, puisque j'avais vu un départ standard, le Protoss pose son 3ème pylône, tout va bien, le Mothershipcore est ici en patrol, au cas où mon VCS arrive par là, mon Reaper arrive par là, ou par là, son Stalker reste ici pour intercepter le Reaper, voilà, l'adversaire qui veut pas qu'on scout. Donc vous voyez, j'ai posé un bunker et c'était vraiment même pas nécessaire, honnêtement, j'ai un petit peu flippé pour rien. Bon, ça fait partie des erreurs dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai joué un petit peu trop safe. En attendant, après mon IB, donc on continue le BO, j'ai rajouté 3 racks. J'aurais pu en rajouter qu'une et donc économiser encore des ressources, mais j'ai préféré en rajouter 3 pour le push que j'effectuerai tout à l'heure. Alors, on va s'attarder un petit peu sur le scout au Reaper, donc le deuxième scout, après le scout au VCS, c'est le scout au Reaper. Donc mon Reaper rentre, fait le tour de la base, et c'est un timing de scout important, parce qu'il faut savoir que le bâtiment technologique du Protoss, c'est-à-dire qu'est-ce qui continue, le Protoss pendant ce temps-là il a continué à miner du gaz, et ce gaz lui permet de poser un bâtiment technologique. La question qu'on se pose en tant que terrain, c'est lequel. Alors, mon Reaper voit la robot, dans un timing raisonnable, et donc elle a été posée environ il y a 1 minute, un peu moins. Donc je me dis, bon, voilà, mon adversaire joue safe, il pose une robot. Donc je suis plutôt content, c'est-à-dire que je vais pas forcément, c'est pas obligatoire, mais a priori, j'ai pas peur d'une agression à base de saloperies du genre DT, du genre Blink dans les minutes à venir. Donc pour l'instant, ce Reaper a plutôt bien rempli sa part du contrat. Il m'a donné toute l'information dont j'avais besoin. Je suis plutôt content. Bon, évidemment, il meurt. Petit trick sur le Reaper. Donc, le Reaper arrive ici. C'est très rare que vous passiez par la B2. Ça peut se faire pour contourner l'armée. C'est pile ou face là. Mais en général, les bâtiments technologiques du Protoss sont placés dans sa V1, c'est-à-dire là, enfin dans l'un des rayons des 3 pylônes. Parce que vous voyez, à ce timing là, le Protoss n'a pas plus de 3 pylônes. Donc il est soit par là, soit par là, soit par là. Donc certains Protoss font une espèce de SimCity avec leur bâtiment, avec leur gate et leur cybercore, et ils bloquent un des passages du Reaper. Et ils mettent les pylônes, ils dispatchent les pylônes autour de la base, histoire que si le Reaper passe d'un côté, ben, il se retrouve bloqué par les bâtiments. Donc le Reaper se retrouve dans une impasse, et les deux unités, donc Mothershipcore et Stalker, qui les courent derrière et qui le tuent. Et certains Protoss arrivent. Petit trick du coup, je disais, avec le Reaper. Donc le Reaper arrive ici. Si vous montez dans la BN du Protoss, donc en général par une rampe ou par une succession de rampes, donc tac et tac, le Reaper il saute une fois et 2 fois. S'il est déjà endommagé et que vous reprenez un coup de Stalker, c'est sûr et certain que vous allez le perdre, parce que il y a le reste de la famille là qui l'attend. Donc du coup, c'est un aller simple pour votre Reaper. Donc si vous n'avez pas vu le bâtiment technologique, vous allez certainement devoir claquer un scan pour confirmer lequel c'est. Donc évitez de prendre de risques avec ce Reaper. Par exemple, si vous arrivez à 5 minutes 30 ici, et qu'il est un petit peu dans le
dans l'orange. Vous remontez, je sais pas, vous le faites se reposer. Dès qu'il est vert, vous rechargez dans le tas comme un bourrin en espérant de choper l'information. Donc ne suicidez pas votre Reaper inutilement. Son travail c'est vraiment de vous donner l'information, c'est pas de faire du kill de prod. C'est vraiment pas obligé, honnêtement. En plus à bas de niveau, et même à très haut niveau, ça vous fait perdre un petit peu de votre concentration par rapport à votre macro. Donc c'est pas forcément utile. Donc en attendant, le BO chez moi, on a rajouté un deuxième gaz, on lance en plus un d'attaque. Avec une Derax, on a fait un Tech Lab, on lance le Conclusive Shell, et on va lancer un Maraudeur. Le but ça va être de faire un petit timing intermédiaire, donc avant le timing Medivac, basé sur le Conclusive, un Maraudeur et une petite troupette de marine. Donc voilà, on met quand même le CC sur le spot B2, on continue les marines, on fait un Maraudeur, on reprend la prod de marine après, histoire d'optimiser sa récolte de gaz. On sature son deuxième gaz dès qu'on l'a envoyé. Donc j'ai pris le deuxième gaz à peu près quand Merax allait se finir, histoire d'avoir l'income de Vespen suffisant pour ensuite lancer la factory. Qu'il me reste un petit peu de Vespen pour lancer le plus de défense dans la foulée. Et pour continuer tout simplement le BO. Alors on lance la factory, donc on est aux alentours des 7:30. C'est un timing qui est plutôt correct. Dès que le conclusif c'est fini, vous lancez le Steam. Parce que vous perdez un petit peu, en lançant le conclusif en premier, vous perdez une minute sur le Steam. Et vous partez à l'assaut. Alors petit trick, vous voyez mes marines sont en premier plan. Je les remets derrière parce qu'il faut que le maraudeur soit au front. Parce que si jamais il y a des unités qui traînent, du Protoss qui traînent, par exemple un Stalker qui viendrait jusqu'ici pour vous poke, ben, sur le chemin, le Stalker rencontrera le Maraudeur tire un coup, le Stalker est immobilisé, et vous pouvez le one-shot, enfin vous pouvez le zigouiller, comme on dit. Alors que si vos marines sont devant, ben, le Stalker il va voir les marines, il va voir que le Protoss va le rapatrier chez lui, il va le reculer, et vous n'aurez pas tué l'unité. Bon, c'est un petit avantage à prendre en ce début de partie, ça fait que quand vous arriverez ici et que le Protoss lancera son overcharge, ben, il y aura une unité en moins. Donc, au lieu d'avoir 3 unités, il n'y en aura que 2. Ce qui au final, bon, ben, c'est quand même un tiers d'unité en moins. C'est pas négligeable. Si j'avais eu un scan, dans ma vision, ouais, un tout petit peu avant, bon, je l'ai vu passer, bon, c'est trop tard. J'ai vu passer l'Obs, parce que quand on zoome dessus, comme ça pour zoomer pour voir s'il y a un Obs ou pas, ben, vous voyez un petit objet translucide, c'est un Obs. Donc essayez de sniper les Obs à chaque fois que vous pouvez. Maintenant ça prive le Protoss d'information, et l'information c'est le nerf de la guerre, surtout en TVP. On y reviendra plus tard pour voir à quel point l'information est à ce point là enfin un des éléments obligatoires pour gagner dans ce match-up. Donc lui, bon, il continue son BO, il a fait un observateur, il lance, dans la foule du coup il a lancé le Bata Colosse, il recherche la range, il entame la production de Colosse, il s'est arrêté du coup à un seul observateur, qu'il a placé donc voilà, devant ma base, comme ça il pourra voir quand est-ce que je sortirai, très important. Et bon bah il continue un macro, en ce moment c'est une petite phase à vide en fait, où on continue, on prend ses gaz. Dès qu'on a la thune, on rajoute 2 racks supplémentaires, histoire de, voilà, si vous êtes comme moi, si vous voulez camper devant la B2 du Protoss, être un petit peu plus agressif, c'est-à-dire il vous faut avoir une production suffisante, bah vous ajoutez des racks en plus. L'autre école, c'est de d'abord rajouter le 3ème CC, et ensuite rajouter les racks. Moi j'ai fait l'inverse, je rajoute d'abord les racks, ensuite le CC. Honnêtement, ça dépend de la partie, ça dépend de beaucoup de choses. Là, je n'avais pas l'information sur le nombre de colosses. Bon, je me doutais bien qu'il partait colosse, parce que c'est la transition logique à robot, étant donné que le départ acheté ne se fait plus vraiment. Je m'attendais forcément au colosse. Je préfère, j'ai une petite phobie des All-in Colossus, et je préfère avoir la balle d'unité plutôt qu'un CC qui me sert à rien, et des unités un peu plus late, au cas où un timing colosse arriverait aux alentours des 12 minutes, on sait jamais quoi.
D'autant plus que je n'ai pas scouté le reste de la technologie Protoss. Donc dans ma vision, je sais qu'il y avait une robot, et je n'ai aucune idée sur l'ajout des deux forges, donc qui sont là ici. Si j'avais pu le scouter, si j'avais claqué un scan par exemple, si j'avais scouté deux forges comme ça, je sais que je vais pas me prendre un all-in, le mec veut tecker. L'ajout des 3 gates, des 3 gates supplémentaires qui permettra au Protoss de bien défendre tout type de pression pendant le mid-game TVP, donc dès que le terrain a ses medivacs. Et ces 6 gates qui permettent d'avoir une production suffisante, un warp suffisant pour tenir la pression terran. Donc au niveau de la production d'unités, donc chez nous, j'ai sorti 2 medivacs et je vais en sortir 2 de plus. On lui pas d'enchaîner les upgrades, mon plus de défense va bientôt se terminer, je vais pas tarder à envoyer l'armerie. Et au niveau du setup des baraques, donc on est monté à 5 baraques, sur B2 on peut monter jusqu'à 5 baraques. Vous avez 2 baraques avec réacteur et 3 baraques avec Tech-Lab. C'est le setup standard du TVP. Donc voilà, je vais arriver avec ma petite bio, avec ces petits medivacs, voilà. Je suis venu ici poker avec un marine, j'ai estimé un petit marine pour aller voir ce qu'il y avait, j'ai vu 2 colosses. Voilà, donc ces colosses sont dans un timing raisonnable, il y a le 3ème en cours de production. Le premier est sorti à 9h30, si je dis pas de bêtises, il me semble bien qu'il est sorti à 9h30, c'est bien plausible. Et dites-vous que toutes les minutes, il y a un nouveau colosse qui se rajoute, à peu près. Ça dépend ce qu'il chronoboost, est-ce qu'il chronoboost ses colosses, est-ce qu'il chronoboost ses upgrades. En général, on a un petit peu de chronoboost pour le colosse, est-ce qu'il chronoboost la thermolance. Là j'ai vu, parce que les colosses ont tapé, donc j'ai vu avec mon marine qu'il avait déjà la thermolance. Parce que s'il n'a pas la thermolance, les colosses auraient dû avancer pour taper ma marine. Donc étant donné que j'ai vu le rayon du colossus, je me suis dit bon bref, il a la thermolance déjà, on va pas faire le fou. On peut pas essayer de choper le colosse avec les marines, ça sert à rien de s'aventurer là-dedans. Le but du timing steam, c'est pas de tuer le Protoss forcément. Quelquefois ça marchera, quelquefois ça marchera pas. Donc il vaut mieux jouer tranquillement, empêcher le Protoss de prendre B3. Donc je vais pas tarder à prendre un marine, aller voir si le Protoss a B3. Si le Protoss avait déjà B3, j'aurais sûrement essayé de mettre un petit peu de rythme avec mes medivacs et j'aurais continué la prod des medivacs. Parce que ça veut dire déjà que le Protoss ne va pas vous attaquer. C'est-à-dire qu'il va plutôt défendre, il est plus dans une optique défensive que offensive. Et ça fait pour lui une surface, donc il doit défendre sa B3, sa B2, et donc sa B1, donc la B1 on peut arriver ici on peut dropper ici, et on peut dropper ici. Après ce sont des endroits très difficiles à dropper, c'est pas une map vraiment super pour Terran, pour l'agression, parce que elle est remplie de petits couloirs, où c'est assez compliqué de prendre une grosse concave. Alors quelques force field et honnêtement la moitié de votre armée tape. Et du coup les jeux à base de drop sont pas forcément évidents à placer, parce que vous n'avez pas une surface de drop si énorme que ça. Vous avez la B2, bon, vous avez cette surface là, mais étant donné que son armée traîne ici, ça sert pas à grand chose de dropper, je ne ferai pas énormément de dégâts. Et pour arriver à dropper dans la B1, il faut passer par ce couloir là, qui est protégé par la B3. Cette map, c'est pour ceux qui ont connu l'époque Wings of Liberty, c'est un petit peu comme Cloud Kingdoms ou à la fin de Wings of Liberty, qu'on appelait à l'époque aussi Protoss Kingdom, c'est-à-dire que prendre la troisième base pour le Protoss et la défendre n'est pas si compliqué que ça. Le terrain, si veut passer, soit il passe par là, soit il passe par là, mais dans tous les cas, vous mettez au milieu, vous défendez à la fois très bien la B2 et la B3. Donc voilà, donc en attendant, je vais envoyer certainement un petit marine ici pour voir si B3 il y a ou pas. Et tant qu'il n'y a pas B3, bah, c'est pas la peine pour moi d'essayer de mettre du rythme. Je suis en train de prendre ma troisième base. J'ai aucune raison, moi, d'essayer de l'empêcher d'essayer de venir le punir directement, alors qu'il a joué safe, il a pas pris sa B3 trop rapidement, il a pas joué greedy, donc aucune raison de s'empaler. On va pas faire les fous. Là, je fais un petit drop. C'est uniquement de la dissuasion. C'est voilà, coucou, je suis là, je suis Terran, t'endors pas trop, à tout moment je peux venir te sniper quelque chose, te décomplexe pas trop, je suis là. Donc j'arrive ici, je vois ça,
je tente pas le diable. Je sais que son armée elle est pas très loin, elle est ici. Au pire, il a déjà un colosse qui est sorti, le 4ème en cours de production. Donc je vais pas tenter le diable. Je vois ça, je rebooste et je pars. Quand vous arrivez à proximité donc du spot où vous allez dropper, faites en sorte d'arriver avec le chrono boost. Justement avec le cooldown du chrono boost à 0. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez du chrono boost en réserve. Sinon, admettons que mon adversaire il blink. Donc admettons que son blink soit déjà fini, ce qui aurait pu être possible. Il m'attend, il me laisse décharger quelques unités, il blink, il me snipe un medivac. Mes unités, mais bon, c'est hyper grave, peut-être c'est stalker. Mais j'aurais plus de boost sur mes medivac. Les colosses arrivent, crament toute ma bio, ils rewarpent des stalkers. Donc du coup il me stack mes medivac, étant donné qu'ils pourront plus s'enfuir rapidement. Je perds mes medivac. Le mec a toujours 4 colosses. Il contre-attaque, je perds la partie. Parce que chez moi, si j'ai plus de medivac, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire embrayer sur la production de Viking. Pour assurer, on va dire, la pérennité de votre bio, il faut absolument que vous ayez quelques medivac. Le minimum syndical, on va dire que c'est 4. 2, c'est vraiment pas assez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous estimez, vous allez vous saboter votre armée. Alors 4 medivac, on va dire que ça permet à votre bio de survivre. C'est le minimum syndical pour que votre bio soit un minimum efficace. Parce qu'à chaque fois que vous estimez, c'est comme si vous preniez une storm sur la gueule. Dites-vous qu'à chaque fois que vous estimez, c'est comme si un acheté vous avait stormé la tronche. Comme ça, vous estimerez avec un peu plus de parcimonie. Donc, le fait que j'ai mon compte de medivac minimum fait que je peux embrayer sur la production de Viking. D'ailleurs, j'ai lancé un deuxième spatio et j'ai fait le réacteur avec la facto pour pouvoir prod les Vikings 4x4 quand je me serais décidé. Voilà, bon, j'ai fait 3x3. J'étais un petit peu, on va dire, pas très concentré dans cette partie et du coup, j'ai pas réussi à avoir à setup ma prod comme il faut. J'aurais pu avoir encore plus de Vikings à ce moment-là, j'en ai que 6, j'aurais pu en avoir, je pense, une bonne dizaine. Ce qui aurait été plus simple. Alors, au niveau de la fight, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Parce que là, les choses intéressantes commencent. On est à 15 minutes de jeu, le Protoss a 4-5 colosses, voilà, le 5ème est en cours de production. Il a posé sa B3. Il rajoute des gates. Parce que quand vous voyez sur B3 en tant que Protoss, vous pouvez vous permettre de monter jusqu'à, allez, on va dire en début on va dire au début quand vous posez votre barre, vous pouvez monter jusqu'à 8-9 gates histoire de pouvoir défendre suffisamment ce qui vous arrive dans la tronche. Parce que vous voyez, j'ai eu un énorme grâce à mes 5 racks initiales, j'ai eu un gros pic de production étant donné que j'avais plus de bâtiments, et je suis en train de préparer le deuxième pic de production. C'est celui où on rajoute les 3 racks additionnels. Donc je fais ça, en fait vous devez faire ça dès que vous avez le temps, c'est-à-dire une fois que votre B3 est saturé, vous pouvez vous permettre de rajouter les 3 racks additionnels. Essayez de produire en continu, faites pas comme moi, là honnêtement c'est la crise, c'est le chômage, c'est plus du tout le plein emploi. Il n'y a plus personne à la caserne, l'armée ne recrute plus. Donc essayez de ne pas faire de trous dans votre production, ne faites pas comme moi. Faites le mieux. Et bon, le sujet auquel je voulais en venir maintenant, c'est qu'on est à 15 minutes, j'attaque avec ma bio, mes Vikings. Mon adversaire a joué très safe, il a continué la prod de Colosse, il n'a pas encore transitionné sur Templar, il n'a pas déjà les Templars à 15 minutes. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi. On en arrive à la prise de fight. Comment prendre une fight? Et typiquement, je vais pas vous mentir, c'est une fight. Je vais prendre une fight là ici dont je ne suis pas très fier. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Donc j'arrive ici et je me dis le Protoss, est-ce qu'il me voit déjà? Est-ce qu'il me voit arriver? Si oui, comment me voit-il? Grâce aux Ops. Il a un Ops ici qui couvre cette entrée, et cette entrée. Un Ops là qui couvre cette entrée et cette entrée. Moi j'ai un marine ici qui m'indique est-ce que le Protoss sort ou est-ce qu'il sort pas. Il a également un pylône là ici qui est très bien positionné, qui permet de voir venir les drops. Donc honnêtement, positionner les petits pylônes sur la map, en tant que Protoss, ça vous permet de voir venir les drops de très loin.
Donc honnêtement, c'est très bien joué de sa part. Donc, quand vous voyez qu'il y a un Lobs, hop là, un petit coup de scan, vous virez Lobs. Conclusion, on se met dans la vie du Protoss. Il voit un petit bout de viking là, voilà, il voit 3 vikings. Il sait que je suis là du coup, si je viens d'arriver. Mais si jamais j'arrivais à lui péter cet Ops là aussi, il aurait plus aucune information. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Ou est-ce que j'arrive ici directement? Donc est-ce que je suis là ou est-ce que je suis là? Si je lui pète cet Ops, il n'a plus aucune information et le Protoss du coup, il saura plus forcément comment bien positionner son armée et ça peut être très embêtant pour lui. Alors que moi en tant que Terran, donc j'ai scanné ici, et en un scan, donc en plus je vois je vois que son armée, quelques unités, donc je me doute que son armée est là. Je peux scanner donc la position du Protoss et la position de ses unités surtout. Où sont les stalkers? Combien de temps là? Est-ce que ça vaut le coup que j'envoie mes vikings en suicide en shift-click sur tes colosses? Quand je vais m'organiser pour prendre la fight? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'information c'est le nerf de la guerre. Je prive le Protoss de l'information en tuant ses obs, très important. Ces obs sont toujours positionnés aux endroits stratégiques, c'est-à-dire un petit peu au-dessus des bases qui souhaitent protéger, un peu plus en amont on va dire, pas forcément au-dessus, mais en amont des bases qui veulent protéger. Donc là ici ça V3. Et les positions stratégiques, donc forcément cet endroit là est une position stratégique pour lui. C'est voilà, c'est le centre névralgique de toutes ces bases. C'est par là il défend les 3 bases, donc il veut savoir est-ce que j'arrive ou est-ce que j'arrive pas. On est dans ma vision, bon je suis en train de rapatrier mes dernières troupes, je scanne. Alors à ce moment-là, je ne savais pas s'il y avait le blink et j'aurais dû m'en douter. Bon, enfin, je le savais, mais j'ai voulu le jouer un petit peu à la YOLO. Hein. Donc, j'ai sélectionné mes vikings. Paf, on va shifter tous les colosses. J'ai pas assez de vikings malheureusement. Du coup, ils vont pas tomber très vite. Je vois que les stalkers sont ici. Et lui, très bon réflexe, il va me sniper des vikings. Ces stalkers servent exclusivement à ça, parce que le stalker en late game, enfin même en mid game et en late game, ça n'a pas un DPS de malade, hein, concrètement. C'est plus ces colosses justement, ces unités à AOE qui font le dégât. Les élots de charge, c'est de la pop tampon, c'est-à-dire que ça absorbe les coups des unités, ça lui permet de survivre pour que ces unités-là, qui sont très fragiles mais très puissantes, puissent faire le dégât escompté. Donc voilà, bon réflexe de sa part, il blink. Il recule parce qu'il s'est rendu compte qu'il a blinké un peu loin. Du coup, voilà, mes vikings sont morts. J'ai eu le temps de sniper un seul colosse. Le 4ème, il l'a reculé. Et conclusion, les 4 colosses sont toujours en vie. Foncez dans le tas, dans le 4 colosses. Que le proto c'est 132 pop. Même si j'en avais 200, concrètement, je ne l'aurais pas fait. Hein. Parce que 200 de pop, il a quelques force fields encore. Il me cale 3 force fields là. On continue, je passe pas. C'est pas la peine. Donc au niveau des vikings, donc j'en ai 2 qui sont arrivés mais après, un petit peu après la guerre, parce qu'ils sont venus depuis ma B1. Et bien ouais que je les avais tous shiftés sur les colosses. Pourquoi? Parce que si vous faites juste un clic avec vos vikings, donc ils vont cibler les colosses automatiquement. Les colosses vont prendre l'aggro, donc ils vont cibler les colosses. Le Protoss, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde quel Protoss se fait taper, il le prend, il le recule, il l'emmène loin derrière. Le Viking, il va moins vite, il tire, puis il réavance, il tire, puis il réavance. Puis si le colosse est parti trop loin, il change de cible. Et conclusion, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec, à la fin d'une fight, très souvent, avec 5 colosses, bien amochés, ils sont tous dans l'orange, mais ils sont pas morts. Donc on shift les colosses, pour que les vikings continuent de cibler chaque colosse. Donc parce qu'il vaut mieux avoir, il vaut mieux sur 5 colosses par exemple, il vaut mieux tuer 3 colosses, en laisser 2 en vie, plutôt qu'en amocher 5 et les garder en vie, quoi. Donc pensez-y, pensez toujours à shifter les vikings sur les colosses. Faites shift, attaque, clic sur tous les colosses. Et comme ça après, vous n'aurez plus besoin de micro viking. Vous pourrez vous en débarrasser, ça fait une chose en moins à faire pour le reste de la fight. En gros, la manip à faire, shift, à clic, avec le reste de la bio. En essayant de prendre une bonne concave. D'ailleurs, en parlant de l'engagement, il est pas tip top parce que lui il est sur la high ground, moi je suis en bas.
je vais devoir monter, je me prends tous les coups de colosse là en même temps, j'ai plus de vikings, c'est le moment où je me dis, en plus je me fais force field, donc ça aurait pu vraiment être un gros carnage si les force field avaient été hermétiques, donc j'aurais pu prendre encore bien plus cher. Bon, petite bataille de, voilà, il a voulu me rechoper un viking, je lui ai dit non, négatif, je ne te laisserai pas faire, je me dis allez, c'est l'heure de rentrer à la maison, j'ai plus assez d'unités de contre, j'ai plus assez de vikings contre Thémas Colosse. Donc, alors ça c'est un vilain F2 de ma part, hein, parce que j'ai voulu regrouper tout le monde, je vais le renvoyer... je vais sûrement le renvoyer là-bas. Alors vous voyez, j'ai dit hop, toi, tu devais pas rentrer à la maison. Cool, Protoss lui pose un pylône là ici parce qu'il veut savoir quand est-ce que j'arrive. Je renvoie un pylône, bon. Je renvoie un marine, bon. Ce marine va pas faire long feu. Et donc on arrive dans une phase, bon, où il faut préparer le late game contre Protoss. Et le late game, bon. J'ai vu la masse colosse. Donc, j'ai chaud d'aujourd'hui, il a 4 colosses. Il aurait pu, s'il y avait l'income en gaz suffisant, parce qu'il n'a pas de B4, et qu'il est en train d'avancer la transition achetée, justement, on va y venir. J'ai vu 4 colosses, et je me dis que bon, les colosses c'est bien beau, et même si j'ai pas vu ce bâtiment là, le bâtiment acheté qui tourne, je sais, bon, il y a un 5ème colosse qui arrive, oh là là, il est en train de faire sa petite compo, le bougre. Je sais que le Protoss va pas se limiter à simplement des colosses, il va rajouter sa prod de HT. Il va rajouter la Templar, la technologie Templar, les Storms, ça fait tellement mal. Pourquoi s'en priver? Eh bien, on va dire que à partir de 3-4 colosses, dans le Protoss, pour vous permettre d'amorcer votre transition HT, bon, dans la mesure où vous ne voyez pas un SCV pool. Bon, là c'est trop tard pour faire un SCV pool, à 17 minutes de jeu, la transition achetée est en train de se faire, et le Protoss avait tué tous mes vikings, donc il sait très bien qu'il va pas y avoir de SCV pool tout de suite. J'aurais pu en tenter un sur le premier engagement tout à l'heure, si j'avais mieux macro, c'est-à-dire si j'avais eu plus de vikings, si j'avais la bonne tripotée de vikings, je l'aurais peut-être tenté. Le truc c'est que je me suis rendu compte en attaquant que j'avais pas assez, donc j'ai fait le dégât maximum, sans trop me commit, en backant ma bio, sans ne pas tout perdre. Et je me dis, bon, ben, on va tout reprendre à la maison. On a de quoi, puisqu'on est sur 2 starport réacteurs. Donc on fait les vikings 4, on peut faire les vikings 4 par 4. On va lancer le 3-3 également. Parce que bon, les upgrades, on a toujours tout enchaîné en continu. Et une fois que ma factory était faite, j'ai lancé le 1 d'attaque et le 2 d'attaque. Et j'ai lancé notre IB pour faire la défense, pour garder la défense. On prend B4. Et un petit move intéressant à faire en late game, c'est de prendre une petite troupette marine maraudeur. Donc, j'en ai fait une en haut et une qui se balade aussi au nord. Pour faire le tour, voilà, des spots à proxy en fait. Sur le reste de la map, il y a des spots à proxy. Donc pour chasser tous les proxy pylônes, parce que en late game, le Protoss vous arrase aussi. Et il vous arrase à coup de 2 zélotes charge et 2 DT. Alors qui sait comment les DT sont chiants en late game. Si vous n'avez pas pensé aux tourelles, vous êtes dans la merde. Donc concrètement, pensez aux tourelles. J'ai commencé d'ailleurs à la bête, j'ai même mis, avant même que ma B4 soit finie, j'ai déjà mis la tourelle. Dans ma B3, j'ai mis une tourelle. Dans ma B2, bon, j'ai pas encore mis, je suis un vilain garçon. Et dans ma B1, elle est bientôt terminée. Donc pensez toujours aux DT late game qui peuvent arriver. Protoss dans la merde, Protoss qui fait DT, Protoss qui est bien, Protoss qui fait DT aussi, vous en faites pas. Donc ça c'est une erreur de ma part, c'est d'avoir laissé cette ops là ici encore en vie. Un petit trick pour vous amis terrain, si vous en avez marre d'utiliser le F2 parce que le F2 ça vous enlève tous les marqueurs que vous avez sur la map, donc c'est plutôt chiant et dans tous les match-up vous mettez genre je sais pas un dépôt, une tourelle de détection ou une tourelle de lance-missile. Ici la tourelle de lance-missile est bien, surtout en TVP parce que ça vous permet d'intercepter les DT qui traînent. Et vous rally-pointez tous vos bâtiments de production sur cette tourelle, là ici. Comme ça, dès que vous voulez reprendre toute votre armée, bah, vous faites un grand carré de sélection, contrôle, et vous mettez dans le groupe de contrôle que vous voulez quoi. Donc là ici j'ai vu qu'il avait tué mon marine. Donc du coup si on se met dans ma vision, bon ben je l'ai vu, j'ai vu les 2 autres qui l'ont tué. Du coup je ne sais plus où il est. Je vais certainement pas tarder à renvoyer un marine pour voir où est-ce qu'il est. Parce que je veux en permanence savoir est-ce que le Protoss se cache chez lui, ou est-ce qu'il a franchi déjà cette étape, est-ce qu'il est en train de faire le tour.
Est-ce qu'il passe par là? Est-ce qu'il passe par là? Ou est-ce qu'il passe par ici? Bon, c'est dangereux de passer par ici parce que vous traversez des petits goulots d'étranglement. Si l'un ou l'autre, Protoss comme Terran, vous attrapez alors que votre adversaire il est ici, celui qui est ici a vraiment l'avantage du positionnement. Donc c'est assez dangereux de passer par ici, il faut vraiment savoir où est, en permanence où est l'armée. Là, en ce moment-là, je ne sais pas où est son armée, alors que dans sa vision, lui, il sait tout. Il sait que la mienne est ici. Et on va, comme vous voyez, tout le long de la game, le savoir, donc la composition de l'adversaire, il sait que j'ai beaucoup de vikings, il sait que j'entame la production de Ghost, et en même temps savoir la position et la composition, c'est clairement ce qui vous donne l'avantage dans la game. C'est comme ça que vous pouvez ajuster votre composition à vous et votre position à vous. L'information, je le répète, c'est le nerf de la guerre, surtout en TVP. Il replace un obstacle ici pour voir si je vais traverser par là ou pas. Donc, il voit que je dépillonne la map. Donc, à mon Protoss, une fois que c'est cette troupette là ici, bon, il va la chasser. Il voit qu'elle est partie. Il va pas tarder sûrement à remettre des pylônes. Voilà, j'essaie de dépilonner le plus possible la map, histoire de me sentir le plus en confiance possible, histoire de me dire que lorsque je vais partir à l'assaut final, je vais pas me faire run by par 4 DT, genre par un DT qui viendrait ici, un qui vient là, un qui vient là, et un autre qui vient là. D'ailleurs, petite chose à laquelle vous pouvez penser, là j'y ai pas pensé dans cette game, mais rajouter un petit bunker, parce que c'est bien beau la tourelle, mais s'il n'y a pas le petit bunker avec les 4 marines qui vont à l'intérieur, le DT il meurt pas, hein. La tourelle ça ne tape pas, et bon, des civils contre des DT, j'ai le regret de vous dire que c'est les DT qui gagnent. Donc voilà, j'ai un marine ici, donc je sais qu'il passe pas par là. J'ai ma troupette ici, donc je sais qu'il est pas par là. Sinon ma troupette, elle mourrait dans pas très longtemps. On arrive dans notre game, j'avais de la thune qui montait. On pose des CC macro. On va poser des extra CC. Et ces extra CC vous permettent, vous allez en faire des orbitales et ils vont vous permettre de faire plus de scans. Donc voilà, comme je suis en train d'en faire là, pour toujours confirmer si oui ou non, la composition encore une fois et la position de votre adversaire. Vous pouvez en permanence savoir où est-ce qu'il est. Donc, soit avec des petits marqueurs comme ce marine, soit avec des scans. Donc, on en est à un moment donné où les deux compos se finalisent. On essaie d'équilibrer au maximum sa composition. Moi je vais m'arrêter à 6 medivacs. Vous pouvez monter, allez, on va dire jusqu'à 10 medivacs. Au-delà c'est un petit peu dommage parce que les medivacs ça tape pas. Mais voilà, on s'arrête pas à 4 medivacs. 4 medivacs pour un 200 de pop, ça commence à être dur à heal. Plus vous aurez de medivacs, mieux vous résisterez au storm. Donc n'oubliez pas de produire en même temps des medivacs et des vikings. Les vikings j'en produis encore 4, je vais monter du coup à on va dire 15-16 vikings en tout. Il faut savoir que 14 vikings ça one shot un colosse. Donc c'est parfait. Si on se met dans ma vision, voilà, je scanne en permanence. Où es-tu? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je sais pas où tu es. Ah, tu es là. Voilà. Donc me voilà rassuré, je sais où tu es. Bon, on a un moment de la game où je sais que tout va se jouer sur l'engagement. On a fait 20 minutes de game. Et c'est dur à dire, mais le TVP, tout se joue sur un engagement, ou du moins, on va dire à ce moment de la game, tous les deux on n'a pas une banque colossale non plus. Moi j'ai 1000 et 600, lui il a 1000 et 400. C'est pas encore on s'est pas encore envolé en termes de ressources, on n'a pas encore une banque monumentale. Faut éviter de laisser le Protoss avec une banque trop monstrueuse parce que vous savez, les warps, un coup de 20-0 de charge dans ta gueule à la fin de la fight, vous savez que c'est extrêmement frustrant parce que après une fight, en TVP il vous reste quoi? Les marines généralement ils sont tous morts parce que voilà, les storms, les colosses, généralement ça fait plutôt le café contre cette unité là. Les vikings, ils ont été snipés par les storms et par les stalkers. S'ils ont donc, en théorie, s'ils ont bien fait leur travail, il n'y a plus de colosses. Et il reste plus que pour le Protoss, peut-être les IMO de temps en temps, s'ils n'ont pas été EMP. Et la deuxième vague des zélotes, parce que les premiers zélotes sont généralement envoyés au front en premier, c'est la pop tampon, c'est la pop que vous voulez envoyer, histoire que la bio ne désigne pas vos unités chères en tant que Protoss, mais désigne votre
votre population tampon, c'est un petit peu la chair à canon les zélotes. C'est pas fait pour faire du dégât, faut pas croire que les zélotes chargent font un dégât monstrueux, c'est rien en fait à côté des colosses et des storms. D'ailleurs, je suis ici et je vois pas les storms. Je sais qu'il en a, c'est obligé. À ce timing là, c'est normal qu'il ait des storms. En fait, elles sont ici, je les avais pas vues. Je me doute bien qu'il les a. Et dans tous les cas, j'ai des ghosts. Faites des ghosts, quelques ghosts dans tous les cas. Moi, je suis monté, donc il y en a qui s'arrêtent à 3-4, ce qui est pas énorme, je trouve. Moi, je suis monté à une dizaine. Comme ça, je suis sûr que je pourrais EMP de manière très, on va dire, très sereine. Et il faut savoir aussi que les ghosts font un dégât bonus contre les jets. Donc, autant les maraudeurs c'est très tanky, mais ça a un DPS de merde pour nettoyer tous les zélotes au fond. Autant les ghosts ça fait plutôt le café. Puisque, comme vous voyez, dans la barre de production, je vais pas attaquer tant que ces upgrades là ne seront pas terminés. Tout simplement parce que le Protoss, donc, d'une part, bon ben j'ai pas encore mon cloak. Donc j'aurais du mal à venir ici et à essayer de MP sans être vu. Ops ou pas ops. Et de 2, lui, il est déjà 3-3. Moi, je suis 2-2. Alors, avec 2 upgrades de différence, il faut savoir, en moyenne, c'est pas une science exacte, bien sûr, mais il faut savoir que, on va dire que quand vous avez une upgrade de différence avec votre adversaire, donc par exemple, s'il a une upgrade de plus que vous, donc admettons que je suis 2-2 et lui, ça va être 3-2, c'est comme s'il avait 10% d'armée en plus. Donc ça veut dire que potentiellement, moi je suis à 200, mais si je fight là tout de suite, maintenant, c'est comme si je tapais donc contre un Protoss qui avait, on va dire de manière grossière, 20% d'armée en plus. Donc en termes de pop armée, je sais pas exactement combien il en est, il a 71 propres, il a 130 de pop armée, 20%, bon, j'ai pas envie de faire le calcul immédiatement. Donc il sait pas, il a là, on va dire qu'il se battrait sur plus de 150 de pop. Alors que moi, j'ai 70 prop aussi, donc j'ai bien 130 de pop armée. On va dire que 130 de pop terran à 150 de pop protoss, c'est pas idéal. On peut négliger, on va dire, on peut un petit peu négliger le bouclier, parce que quand les upgrades du bouclier arrivent, vous avez déjà vos ghosts, et avec le MP, si vous faites le bon tapis de MP, vous nullifiez totalement le bouclier, donc le bouclier, on va dire qu'il ne compte pas forcément. En tout cas beaucoup moins. Les unités protoss, donc les zélotes, ayant 2 fois moins de bouclier que de vie, l'immortel pareil, le colosse pareil, le bouclier on va dire on peut le négliger par rapport au reste. Le MP va le nullifier. Donc en attendant on va s'attarder sur la prise de fight. Donc le Protoss, au niveau des ops, il en a un ici, un là. Il n'en a pas sur mon armée. Alors, en général, quand ici, en tant que Protoss, vous essayez de mettre un ops sur l'armée de votre adversaire terran, histoire de voir constamment, vous faites clic droit sur une de ces unités, et l'ops suivra ses déplacements d'armée. Du coup, vous verrez tout. Donc, si le terrain ne pense pas à scanner sa propre armée, et c'est le cas souvent, croyez-moi, et ben vous vous faites avoir. Enfin, le terrain se fait avoir. Parce qu'il a un obstacle sur son armée, le Protoss sait exactement où sont ses unités, où sont ses vikings. Et chaque joueur en fait cherche à annihiler la tech de l'autre. Les vikings vont devoir sniper des colosses, donc je vais essayer de devoir les mettre en position pour qu'ils puissent les sniper efficacement. Les ghosts, pareil, leur cible, c'est les fameux HT, que pour l'instant je ne vois pas. Je sais qu'ils sont quelque part pour l'instant, mais je ne les vois pas encore. C'est pour ça que je ne veux pas prendre la fight. Déjà, c'est que je ne sais pas où est l'intégralité de sa pop. Parce que, voilà, pourquoi se priver d'acheter? Après tout, je sais qu'il y a des achetés, puis étant donné qu'il y a des archontes. Donc, au niveau de la fight, j'avance un petit peu et je vais mettre en normal. Je snipe le pylône, comme ça il a encore moins de vision. J'ai pas vu encore qu'il y avait la V4, mais tout à l'heure j'avais scanné ici et là. J'avais pas vu d'unité non plus. Je vais me regrouper une dernière fois, histoire de prendre tout le monde. Je sais que voilà, j'ai transformé ma P4 en PF et tout, donc elle risque rien. Pareil, je termine de construire, mais je vais rajouter encore des macros CC pendant la fight. J'essaie de prendre tout le monde. Là, j'ai 2 petits retardataires qui sont pas encore venus. J'ai le compte de Viking, j'en ai 16. Upgradé avec le plus 1 d'attaque. Si j'avais eu les thunes un peu plus tôt, je n'aurais pas oublié mon plus 2 de défense, mon plus 2 d'attaque.
pour mes vikings. Faut penser toujours à bien envoyer leur... à bien augmenter aussi l'attaque des vikings, parce que s'il y a une différence entre taper des colosses qui ont le 3 de défense et des colosses qui ont le 0 de défense. Honnêtement, étant donné que le viking tape 2 fois, il a 2 missiles, et bien c'est très intéressant de rechercher l'attaque des vikings. Ça permet de faire tomber les colosses plus vite. Alors, j'ai scanné. Alors, dans la vision, alors le Protoss, lui, il se doute bien que je dois arriver par là, puisque étant donné que je ne suis pas ici, et comme je ne suis certainement pas ici, il doit bien se douter que je suis sur le high ground, et que j'ai tapé son pylône il n'y a pas très longtemps, il doit se douter que je suis encore là. Si j'arrive d'ici, c'est un petit peu compliqué, parce que lui, il est à la sortie d'un goulot d'étranglement, et ça, c'est un goulot d'étranglement. Lui, il est là. Si je suis ici, il me laisse un petit peu avancer. Ces Templars sont au milieu, il les mettrait derrière. Il reculerait un petit peu ces Templars pour pas que mes ghosts puissent les EMP. Il avancerait tout le reste. Et au moment de l'engagement, il me stormerait la tronche. Tout simplement. Comme je serais ici, je pourrais pas m'écarter, faire une concave, reculer indéfiniment, parce que je serais obligé de remonter là ici, me stacker. C'est pas une bonne faille pour moi. Donc il doit bien se douter que je suis par là. Et effectivement, je suis ici. Alors j'ai scanné ici, bon, justement pour voir si obs ou pas il y avait. Parce que je veux savoir en permanence s'il sait que je suis là. Je vais certainement pas tarder à scanner son armée à lui. Où es-tu? Donc je vois les stalkers qui arrivent. C'est pas bon, je recule mes vikings. Je scanne. Ah, il n'y a que tes stalkers là ici. Je ne vais pas envoyer mes vikings. J'essaie peut-être de taper un petit peu quelques stalkers. Alors. Et là je vois sa pop. Alors, très important. Donc ces stalkers, il va les blinker, il va les ramener chez lui très certainement. Voilà. Si je descends ici. Donc je me mets là. Donc là, oui, je serai assez... si je me mets tout le long de la zone que je vous montre là, que je peux sur toutes mes unités comme ça, avec mes vikings ici, étant donné que les stalkers sont là, je mettrai mes vikings certainement ici, et toute ma bio ici, avec les ghosts. Les achetés sont là, il y en a un peu là, il y en a un autre là, donc il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a un peu partout, dans sa armée, ils sont pas tous stackés au même endroit, pas assez bien, là il y a une grosse boule d'achetés, honnêtement il y a 3 achetés ensemble, c'est pas très bien. C'est pas la peine que je vienne ici. Si le Protoss me voit descendre, instantanément, je me fais stormer la tronche parce que j'aurai pas le temps de MP. Ces colosses sont déjà là, donc tout le temps que je descende, ils vont me zigouiller les premières unités. Le temps que j'arrive ici, en fait, je me ferai déjà zigouiller. J'aurai pas le temps de MP. J'aurai peut-être le temps de sniper tous les colosses parce que j'ai beaucoup de vikings, mais ma bio elle risque de prendre très très cher parce que derrière ça, si vous regardez dans la table de production, bon, il y a 7 gates qui sont pas encore morphés en portail, mais ça devrait pas tarder, et 8 portails déjà, donc ça fait 15 gates. Ça veut dire qu'un rewarp de 15 zélotes ici, et il a la thune pour le faire, hein. Un rewarp de 15 zélotes 3-3 avec le 1 bouclier, il est en train de rechercher le 2. Je perds la partie instantanément. Là, je pourrais pas trade efficacement mon armée contre la sienne. Il faudrait que moi aussi à mon tour je reproduise toute ma composition. Et autant le marine et maraudeur à reproduire ça va, autant les ghosts, il faut qu'ils restackent de l'énergie pour pouvoir se cloak convenablement. Il faut qu'ils aient assez d'énergie pour MP. Maintenant ça va que les ghosts peuvent MP dès la sortie, mais ils peuvent pas cloak et MP dès leur sortie. Il faut qu'ils attendent un petit peu histoire qu'ils aient assez d'énergie. Donc voilà pourquoi je descends pas ici. Je me dis là, si je viens ici, je vais me faire instantanément bâcher, même si j'ai une petite concave. C'est pas la concave du siècle. Et les HT qui sont séparés dans son armée, je vais me faire stormer là, et au fur et à mesure que je descendrai, c'est pas la peine. Donc au lieu de ça, je préfère monter, aller ici. Et je vois que la V4 est là. Bon. Alors, un petit coup de photon sur les vikings, bon c'est pas ça qui va leur faire de mal. Et alors là, pour mon ami Protoss, là, quand je le vois remonter, je me dis c'est bon, c'est la fight de la win. Pourquoi? Il avait son armée en paquet, là, ici, prête à défendre tous les endroits possibles. Si jamais je descendais ici, si jamais je descendais là.
Et il voit que je reste là-haut et que je fonce sur sa V4. Pourquoi je fonce sur sa V4? Parce que si je le force à... donc soit je le force à... on va dire... à venir défendre sa base. Et il faut savoir qu'un Protoss, quand il perd une base et qu'il perd ses probes, surtout, c'est que là il a une banque. Il perd un Nexus, il peut le reposer à la limite. C'est 400 minerais, c'est un peu chiant, mais c'est pas encore la game. Mais s'il perd ses probes, le Protoss il a pas de mule. Donc la perte d'une base et la perte de son économie pour le Protoss est bien plus embêtante. Donc d'ailleurs vous en tant que terrain en même temps, vous devez, oui, il a reposé des proxy pylônes, très bien de sa part. Mais vous en tant que terrain, vous devez continuer à expand et vous devez toujours avoir, on va dire, une base de plus que le Protoss. Histoire d'être bien, histoire de consolider votre économie. Si le Protoss perd sa base là ici, il va subir, enfin, on va dire, une énorme défaite économique. C'est-à-dire qu'il va perdre, allez, 1000 de, allez, on va dire entre 700 et 1000 d'income d'un coup, parce que bon, la B2 bientôt terminée, la B3 elle en est à un peu plus de la moitié. Il a pas miné à fond. Et la V4 elle est toute neuve. Donc si je lui pète cette base, il lui reste une base bientôt finie. Donc avec plus beaucoup de carrés de minerais, hein, honnêtement, voilà. 200, 130, pas énorme. Et une demi-base. Bon. Ça lui, concrètement, ça lui niquerait son income. Et le Protoss serait mal. Donc, pour lui, soit il sacrifie cette base. Et il attend en bas. Le problème c'est que si je fais ça, bah, il prend le risque que je me barre, mais en attendant il pourrait continuer à maxer, maxer. Il pourrait se refaire une autre pop, essayer de reposer, de poser sa B4 ici, qui est un endroit qui est pour moi bien plus défendable, bien plus facile à défendre. S'il se place ici, avec les bons ops, s'il sait que je ne suis pas là, en se plaçant ici, bah, il défendra cette base et cette base, donc sa B3 et sa B4 en même temps. Et là il fait le choix de tenter de défendre sa base. Le choix là ici a été selon moi le mauvais, tout simplement parce que ça le force à monter par un goulot d'étranglement encore plus petit que celui que ça. Ça c'est un goulot d'étranglement. Il passe par le goulot d'étranglement. Moi je vais fighter en haut. Je serai à la sortie du goulot d'étranglement. Donc j'aurai une bien meilleure position que lui. Et en plus de le forcer à fight, ça décale complètement ses positions d'armée. Regardez, ses stalkers sont derrière. Les autres, bon ça va, ils sont un petit peu devant. Les HT sont complètement à la traîne. Donc ça encore c'est normal, il vaut mieux qu'ils soient devant plutôt que tout devant, quoi. C'est pas des HT suicides. Parce que les HT suicides c'est des HT mais qui savent qu'ils se feront stormer la... Des HT Stormy, n'importe quoi. Des HT qui sont devant, ce sont des HT qui savent qu'ils vont se faire EMP la tronche instantanément. Et donc vous voulez les avoir pas si loin que ça, mais un peu plus près quand même dans votre armée. Sachant que les HT sont des unités qui vont plus lentement que le reste de la pop Protoss. Donc forcément je vois qu'ils montent. Alors instantanément, shift sur les colosses, avec les vikings. J'avais pas encore le cloak, donc du coup j'ai pas pu l'activer, mais j'avais le 3-3. Donc c'est à ce moment là que là je me suis dit c'est bon, je peux fight. Il n'y a qu'une upgrade de différence, c'est celle du bouclier maintenant. Ce qui est pas si grave comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai le cloak mais je m'en suis pas rendu compte étant donné que quand j'ai voulu l'activer tout à l'heure, il n'était pas encore terminé, ça s'est joué à une seconde. Il passe par ici. Alors dans une seconde vous allez voir le tapis de MP. Voilà, bim, EMP, tout. Allez, il reste combien de storms dans cette armée? Il a pu m'en balancer une. Ah, il y a celui-là qui a encore 200 qui a encore 200 d'énergie, donc il peut m'en lancer 2 encore de storm. Je vais reculer un petit, voilà, je prends la deuxième storm, je recule un petit peu ma bio histoire de pas rester dedans. Bon, mes vikings ont pris très cher parce que bon, ils étaient dans la storm, mais bon, ils étaient en shift click, donc autant les laisser en shift click. Ça y est, il a plus de stock. Ses colosses, ses ailes ont été absorbées. Les stalkers, bon bah c'est de la friture, ça crève très très vite en late game. Surtout contre des marines 3-3 et des maraudeurs 3-3. Il reste plus que ça là. Des HT prêts à se morpher en archon, mais bon comme on dit morpher défoncer, c'est-à-dire qu'ils se morphent mais ils arrivent trop tard après la fight. Il va essayer de warper quelques zélotes mais bon c'est un petit peu tard. Le bat TDT, il l'avait posé parce que voilà, c'est pour le late game, pour les fameux races dont je vous ai parlé. Bon, le problème c'est que il se rend compte que c'est déjà trop tard. Il a beau avoir la thune pour tout reproduire,
je suis trop près de sa base là pour qu'il ait le temps de tout reproduire. Parce que les colosses, bon, c'est pas instantané. Le warp, il est en train de le faire. Malheureusement, il aurait dû warper ailleurs et abandonner cette base pour de bon. Il ne le fait pas, il pense qu'il peut tenir cette base avec ce qui lui reste, avec s'il morphe ses archons ou pas. Le problème c'est que le temps que le archon morphe, ben, mais les mégos sont encore présents, donc ils peuvent EMP les archons. Et les zélotes, bon ben il en warp que 7. C'est pas assez contre autant de bio, ça meurt. Et regardez également comment les storms n'ont pas tué mon armée, malgré qu'elles soient un petit peu restées dans les storms. J'avais 6 medivacs. Et les medivacs ça heal vachement bien. La bio, même quand elle se fait storm. Et ça permet vraiment à vos maraudeurs de regagner de la vie très rapidement. Les ghosts, pareil, ça a 100 de PV. Donc, honnêtement, ne sous-estimez pas l'importance des medivacs en TVP, en late game. Entre 6 et 10, c'est très très bien comme compte. Là j'en ai fait le minimum histoire de pouvoir embrayer sur la prod des vikings la plus rapide possible. Bon, on descend les vikings une fois qu'il n'y a plus de colosses. On termine la partie. L'adversaire va dire GG, voilà, j'ai re-MP une dernière fois parce qu'il y avait un jeté qui arrivait. Et on gagne la partie. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'aurait pu faire le Protoss? Donc déjà, petite chose, donc, si on se met dans la vue du Protoss, on va se mettre un petit peu avant parce que du coup on voit plus ses groupes de contrôle. Alors. On va se mettre dans la vue du Protoss, voilà. Au niveau de ses groupes de contrôle, donc il a un groupe pour la robot. On est en late game, il peut se permettre de rajouter entre 1 et 2 robots supplémentaires. Ils ont montré 3 robots. Parce qu'après l'engagement final, donc admettons qu'il l'ait pas pris aussi près de chez lui, et que donc admettons que si l'engagement avait eu lieu plus loin ici, ou là, voire même carrément chez moi, et qu'il est perdu. S'il a 3 robots dans sa main, ou alors une dans sa main dispatchée là où il peut, sa B2, etc., il peut reprod très très vite les Colossus. Il peut même les faire 3 par 3. Ce qui est bien plus intéressant que de les faire 1 par 1. Il a les thunes pour le faire, hein, parce qu'il tourne sur 8 gaz. Si on avait fight là, ou là, sa B4 n'était pas condamnée instantanément. Hein. Pas comme la fight de tout à l'heure. Alors ensuite, donc première étape, c'est les robots. Deuxième chose, les gates, il a fait le groupe de contrôle et il a oublié de cliquer dessus. Il a oublié en fait de les transformer en portail, en portail. Et du coup, c'était pas prêt pour la fight. C'est pour ça qu'il a pu warper que 7 zélotes. Alors que pourtant, il avait l'infrastructure pour en warper 15. Il y a une différence vraiment énorme entre warper 7 zélotes et 15 quand même. Hein. C'est pas la même force de dissuasion. Hein. Ça vous permet de push back tout ce qui reste de l'armée terrane quand ça a trade des deux côtés. Bon, sur la fight que je vous ai montré, ça n'a pas de trade du tout en sa faveur parce que l'engagement n'était pas bon du tout pour lui. Et j'ai fait en sorte qu'il soit pas bon en le forçant à venir ici. Et dans tous les cas, s'il n'était pas monté là, je serais parti, j'aurais continué la macro, j'aurais eu plus de CC, j'aurais rajouté encore des bâtiments de production et j'aurais essayé dans tous les cas de prendre une fight le plus proche possible de chez lui. Donc voilà, spammer le spam comme on dit, je vous dis pas de spammer comme un débile, hein, pas comme je fais en tout cas, mais de checker vos bâtiments de production, vos groupes de contrôle en fait, aussi souvent que possible, histoire de vous dire bon bah là j'ai dans mon groupe 6 j'ai que des gates. Au moment où il a rajouté les gates, il aurait pu en fait tout shifter, rajouter dans son groupe de contrôle. Voilà, il faisait shift 7 et voilà, en spammant un petit peu de temps en temps, voilà, c'est tac 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 tac, c'est groupe de contrôle. Il s'est rendu compte que dans son groupe de contrôle 7, il y avait des gates qui étaient pas encore transformés. Et du coup, il aurait pu corriger ça. Ensuite, alors vous en tant que Terran, vous devez prendre la fight le plus loin possible de chez vous. Parce que l'inconvénient de prendre une fight ici, donc c'est exactement le même endroit, par rapport à les autres côtés quoi, c'est que si vous la perdez cette fight, vous avez perdu la partie. Si vous perdez cette fight, donc admettons que le Protoss il arrive, il pose les pylônes au fur et à mesure qu'il avance chez vous pour push. Vous perdez la fight, admettons.
parce que vous la regardiez bien, vous n'étiez pas préparé ou je ne sais quelle raison. Le Protoss rewarp instantanément ses 15 zélotes comme je vous ai dit, et charge, il défonce ça, et surtout il défonce ça. Alors si vous pouvez plus produire, autant l'information c'est le nerf de la guerre, autant quand on n'a pas de caserne, on peut pas faire de soldats, hein. Donc vous perdez instantanément la game. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Protoss est vachement sensible à la perte de ses Nexus, en late game surtout, parce qu'il peut pas les reproduire. Autant un Terran, et si vous avez plusieurs bases qui minent, bon, si vous perdez, par exemple, si j'avais réussi aussi, si j'avais pensé à prendre celle-là aussi en même temps, si je perdais celle-là, j'invoquais toutes mes bulles ici et je pouvais continuer à stabiliser mon économie. Inversement, un Protoss, il perd son Nexus, il est mal économiquement, donc voilà, pas très bien pour pouvoir reproduire, pour sa reproduction d'armée, il sera pas très bien, il aura pas de reprod. Mais en attendant, le Protoss, sa reprod, il peut l'avoir P où il veut. C'est-à-dire que s'il perd la fight ici, et s'il voulait tenir un peu plus longtemps, donc il aurait déjà pas reprod des colosses parce que c'est long à produire, il aurait prod des IMO pour tenir les maraudeurs restants. Donc après la fight, j'avais encore beaucoup de maraudeurs, beaucoup moins de marines qu'au début, mais beaucoup de maraudeurs. Le contre-maraudeur, c'est pas les colosses, c'est les IMO. Il pouvait rewarper masse acheter pour faire des archons et masse zélote pour tanker tout simplement. Donc les rewarps Protoss après les fights, très souvent c'est des rewarps en niveau, donc il a pu faire les IMO 3 par 3. Donc c'est-à-dire que je suis ici, je tue la B2, la B2, n'importe quoi, la B4. Il arrive, il rewarp instantanément, enfin j'arrive ici et je vois instantanément des zélotes, des archons, des IMO qui vont sortir dans pas longtemps. Donc typiquement, c'est l'avantage de TOS en late game, c'est que vous pouvez reproduire votre armée n'importe où. Et quand vous perdez, si vous savez que vous avez perdu cette position, et vous essayez de tenir celle-ci ou celle-ci. Bon, essayez de tout warper ici, comme ça vous pouvez paquer votre armée à nouveau de manière très efficace. Et vous pourrez défendre. Parce que si vous warpez un peu ici, un peu là, bon ça sert à rien, bien entendu. Donc voilà. Chaque race après a ses avantages et ses inconvénients. Et si en tant que Terran, c'est vous qui devez mener l'agression. Donc ne prenez jamais une fight trop près de votre base. Ou alors si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes en mauvaise position, vous allez devoir défendre. Et ça va être très compliqué pour la suite. Et c'est vous de toujours mettre le rythme Protoss. C'est vous qui décidez où se passe la fight. Si le Protoss décide où se passe la fight, c'est lui qui est mieux dans la partie tout simplement. Et essayez, je le répéterai jamais assez, mais de savoir en permanence où est son armée, quelle est sa composition, quelle est sa position et quelle est la position de ses unités. Tout simplement pour apprendre la fight pour prendre la fight le mieux possible, tout simplement. Bon, je m'excuse, j'ai un petit peu de mal à parler parce que j'ai le nez bouché et je suis dans la période des allergies. Foutu graminé. Donc c'est pas évident pour moi. J'essaie de faire cette vidéo, j'espère qu'il n'y a pas eu de bug pendant la vidéo. Certainement que j'aurais dû monter quelques passages de la vidéo, c'est pour ça qu'à certains moments c'était un petit peu désagréable, ou alors vous avez l'impression que je me répète sur certaines choses. J'aurais dû couper parce que j'ai été dérangé pendant la vidéo, donc j'ai dû faire un petit peu de montage, et je suis tout nouveau dans ce genre de choses, je sais pas monter de vidéo encore, je suis pas encore très bon quoi, c'est ma première, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, si le concept vous a plu. Si vous voulez revoir, s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir en TVP ou même dans d'autres match-up, s'il y a des points sur lesquels j'ai pas été assez clair. Bon, mon micro c'est un micro de merde évidemment, puisque c'est celui du PC, j'ai pas encore acheté de vrai micro et je compte y remédier dans pas longtemps. Ce sera beaucoup mieux pour vous et pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et dans tous les cas, il n'y a aucun souci, je vais mettre le replay en même temps dans le forum, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pourrez aussi étudier le replay par vous-même, voir comment je m'organise au niveau des groupes de contrôle, comment le Protoss s'organiser lui au niveau des groupes de contrôle. Et voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas, on a un forum, faites-le vivre.
Donc vous postez directement dans les commentaires de la vidéo. Il n'y a aucun souci, je serai ravi d'y répondre. Bon allez les loulous, moi je vous dis ciao et je vais rentrer du Protoss en ladder. Allez, bisous bisous.